Alors on continue le travail sur les applications linéaires et on va voir la notion de noyau d'une application linéaire. Donc on a toujours le même contexte, K qui est R ou C, E qui est Kn et F qui est l'espace vectoriel Kn, avec M et N, deux entiers naturels non nuls. Et je prends une application linéaire de E vers F. Et donc on va définir ce qu'est le noyau d'une application linéaire. Alors on a vu dans une remarque dans l'autre séquence que quand on a une application linéaire, on a F du vecteur nul de E égale le vecteur nul de F. Donc la question qu'on se pose, est-ce que le vecteur nul de E, c'est lui le seul qui a pour image par F le vecteur nul de F, ou bien est-ce qu'il y a d'autres vecteurs de E qui ont pour image par F le vecteur nul de F? Et donc si on trouve des vecteurs comme ça, on va les mettre dans un ensemble qui s'appelle le noyau de l'application linéaire F. Et ça c'est noté Kern de F. Ça vient de l'allemand puisque le mot Kern en allemand, ça veut dire noyau. Alors, on va donner la définition mathématique du noyau. Et bien tout simplement, c'est l'ensemble de tous les vecteurs de E qui ont pour image par F, c'est-à-dire tel que F de U est égal le vecteur nul de F. Et bien évidemment, et ça on va le voir après, comme on a ça, on est sûr déjà que cet ensemble n'est pas vide et qu'il contient au moins le vecteur nul de E. Alors, je vais commencer par vous donner deux exemples d'applications linéaires et puis on va essayer de trouver pour chacune son noyau. Donc le premier exemple que je vous donne, c'est celui-là. Vous avez une application de R2 vers R2. Alors exceptionnellement, cette fois-ci, j'ai pris un endomorphisme. Alors bien sûr, je ne l'ai pas démontré, mais vous verrez, la démonstration est simple. C'est simple de démontrer que cette application est une application linéaire de R2 vers R2. Donc, c'est un endomorphisme de R2. Donc, je peux dire que F appartient à R2. Donc, ce qu'il faut faire, à L de R2 plutôt. L de R2. Alors, ce qu'il faut faire, c'est commencer par écrire la définition Ker de F égale l'ensemble des vecteurs xy tels que F de xy égale 0, 0. Et puis après, vous continuez comme ça. Vous dites c'est quoi F de xy? Vous continuez, vous allez tomber sur quelque chose, sur un petit obstacle que vous allez franchir facilement et vous aurez à la fin le résultat final. Donc, je vous laisse chercher, on appuie sur pause et on essaie de trouver soi-même le résultat. Alors, je continue. Donc, c'est l'ensemble des xy appartenant à R2, tel que, eh bien, f de xy, c'est quoi? C'est x plus y, x moins y, égale le vecteur 0, 0. Et donc, c'est égal, toujours, à xy, appartenant à R2, tel que, et là, à partir de ça, je peux former un petit système. Donc, à la fois, j'ai x plus y qui est égal à 0, et x moins y qui est égal à 0. Et là, je ferme la grande accolade. Et là, du coup, votre problème de recherche du noyau, et ça va être toujours le cas, enfin, je dirais très très souvent le cas, ça va se transformer à la résolution d'un système homogène. C'est ça le plus important, c'est que toujours, au deuxième membre, vous avez que des zéros. Et donc, c'est généralement des systèmes relativement simples à résoudre. Et quand on trouve la solution, ou bien les solutions de ce système, eh bien, l'ensemble des solutions, ça va constituer ce qu'on appelle le noyau de l'application linéaire F. Et donc ici, le système est simple. J'imagine que vous avez déjà la solution. Eh bien, c'est un système de Cramer
qui admet une solution unique, et cette solution, c'est 0, 0. C'est la seule solution. Donc là, ça va donner 0, 0. C'est-à-dire, je peux dire que ker de f est égal le vecteur nul de R2. Donc on est dans un cas bien particulier qu'on va détailler tout à l'heure, c'est que là, on a une application linéaire ou bien un endomorphisme particulier de R2 pour lequel le seul vecteur qui a pour image le vecteur nul, c'est le vecteur nul lui-même. Par contre, si vous prenez un autre vecteur qui n'est pas le vecteur nul, vous êtes sûr et certain qu'en calculant son image, vous allez trouver un résultat qui n'est pas le vecteur nul. Voilà pour ce premier exemple. Maintenant, vous avez compris comment ça marche. Je vous donne une deuxième application linéaire, cette fois-ci G qui appartient à L de R3 vers R2 et qui est définie de la manière suivante. G associé à x, y, z, le vecteur x plus y, y plus z. Alors, c'est une application linéaire, on peut le vérifier sans problème. Et là, il faut commencer ker de G égale. Et là, vous avez le modèle. Il faut suivre, essayer de calculer. Vous allez arriver à un système. Il faut le résoudre. Vous verrez que c'est un petit peu... c'est différent. Et puis après, vous annoncez votre résultat, enfin l'ensemble des solutions de ce système, ça va être le noyau de cette application linéaire. Pause et on cherche. Voilà. Alors, donc, je fais comme ici. C'est l'ensemble des x, y, z appartenant à R3, tel que, alors je vais remplacer tout de suite, au lieu de dire g de x, y, z est égal à 0, 0, je vais tout de suite remplacer g de x, y, z par x plus y plus z égale à 0, 0. Et donc ça, c'est égal à l'ensemble de x, y, z appartenant à R3 tel que, donc j'obtiens le petit système x plus y égale 0 et y plus z égale 0. Et donc là, je tombe sur un système de deux équations à trois inconnus. Et donc, si je l'échelonne, alors par contre, je ne peux pas l'échelonner plus. La solution paraît simple, c'est qu'on va voir tout de suite, on voit tout de suite que 0, 0, 0 n'est pas la seule solution de ce système, puisque je peux exprimer y en fonction de... je peux exprimer plutôt z en fonction de y, et je peux exprimer x en fonction de y. Donc, il y a une infinité de solutions. Voilà. Et donc là, je peux dire que ça, c'est égal à x, y, z appartenant à R3, tel que, donc le x, il est égal à moins y, et le z est égal à moins y. Et du coup, je peux dire que ker de G égale, alors au lieu de dire l'ensemble de x, y, z, comme le x est égal à moins y, je peux remplacer, donc ça fait moins y, et puis z est égal aussi à moins y. Donc, je fais moins y, avec cette fois-ci y appartenant à R. Et donc, cet ensemble, c'est à la fois l'ensemble des solutions de ce système, et c'est en même temps le noyau de cette application linéaire. C'est-à-dire, c'est l'ensemble de tous les vecteurs dont l'image par cette application G, ça va être le vecteur nul. Et là, vous avez déjà l'habitude, j'espère que vous n'avez pas oublié ce qu'on a fait avec les sous-espaces vectoriels. Donc ça, ker de G va s'écrire vect de moins 1, 1, moins 1. Alors c'est vrai que G de 0, 0, 0, ça va donner 0, 0, mais cette fois-ci, le vecteur nul n'a plus l'exclusivité de cette propriété. Puisque si vous calculez G de moins 1, 1, moins 1,
eh bien, vous allez trouver aussi 0, 0. G de 5, moins 5, 5, vous allez trouver la même chose, 0, 0. Et donc, il y a tout un ensemble comme ça. Et cet ensemble de vecteurs, c'est le noyau de G. Après, on verra l'intérêt de cet ensemble et comment on peut l'utiliser dans des cas plus pratiques. Alors, pour faire la transition à la première proposition, enfin la première propriété du noyau, je vous fais remarquer que dans ce cas, dans les deux exemples, j'ai obtenu là le noyau, c'est le vecteur nul tout seul, et je sais que le vecteur nul, c'est un sous-espace vectoriel particulier de R2. Donc là, vous avez trouvé un noyau qui est un sous-espace vectoriel de R2. Et puis ici, vous avez trouvé un noyau sous la forme vect d'un vecteur, c'est-à-dire c'est un sous-espace engendré par ce vecteur-là. Donc c'est un sous-espace vectoriel. Alors la question qu'on se pose, est-ce que le noyau d'une application linéaire, est-ce que ça va être toujours le cas? Est-ce que ça va être toujours un sous-espace vectoriel de l'espace d'origine? Eh bien oui, d'après la proposition 1, qu'on va d'ailleurs démontrer, et qui dit qu'R de F, le noyau de F, est un sous-espace vectoriel de... Alors là, j'ai le choix. De E ou de F, à votre avis? Hein? Puisque Ker de F, c'est un sous-ensemble de E. Donc, c'est un sous-espace vectoriel de E. Voilà. Donc, je vais démontrer cette proposition. Et même chose, ne soyez pas passif, essayez d'être actif. C'est-à-dire, dès que je commence, dès que vous voyez comment je démarre, eh bien, tout simplement, vous pouvez arrêter la vidéo et puis essayer de mener la démonstration. Ça va vous faire une bonne révision du paragraphe sur les sous-espaces vectoriels d'un espace vectoriel. Donc, j'efface toute cette partie-là et on va essayer de faire cette démonstration. Alors, il faut vérifier deux choses pour vérifier que c'est un sous-espace vectoriel. Il faut vérifier d'abord qu'il est non vide, et puis après, il faut vérifier la stabilité par combinaison linéaire. Alors, pour vérifier qu'il est non vide, je l'ai dit tout à l'heure, oui, on sait que f du vecteur nul de E est égal au vecteur nul de f. Donc, vecteur nul de E appartient à Ker de f. Ainsi, Ker de f est différent de l'ensemble vide. Il contient au moins le vecteur nul de E. Alors, deuxième chose, je prends, quel que soit U et V appartenant à Ker de f, de, quel que soit lambda appartenant à K, et là, attention, bon, j'aurai l'occasion de faire une petite remarque là-dessus. Donc, la question qui se pose, est-ce que lambda U plus V, est-ce qu'il appartient à Ker de F? Voilà. Et donc, vous voyez la différence entre, à nouveau, entre le travail quand on cherche si un ensemble est un sous-espace vectoriel. Donc, la question qui se pose, c'est la question d'appartenance. Est-ce qu'il appartient? Par contre, quand on cherche dans le cadre d'une application linéaire, c'est plus une question d'appartenance, mais c'est une question d'égalité. Est-ce que f de lambda u plus v, est-ce qu'il est égal à lambda f de u plus v? Il y a une ressemblance entre les deux techniques, mais ne les mélangez pas. C'est pas du tout la même chose. Voilà. Donc, ici, je pose la question. Donc déjà, je commence par traduire qu'est-ce que ça veut dire ça. Qu'est-ce que ça veut dire U et V appartenant à Ker de F? Eh bien, ça veut dire tout simplement que F de U est égal au vecteur nul de F et F de V est égal au vecteur nul de F. Donc ça, c'est la signification
de ça. Et donc, maintenant, comment on peut vérifier si ce vecteur appartient au noyau de f? Ben, il suffit de voir la définition. C'est quoi la définition d'un vecteur qui appartient au noyau? Ben, tout simplement, c'est un vecteur dont l'image par f est égale au vecteur nul. Donc, si on veut répondre à cette question, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit de calculer l'image de ce vecteur par l'application f. On calcule, on regarde le résultat final qu'on va obtenir. Si ce résultat final, c'est le vecteur nul, eh bien, c'est un vecteur qui appartient au noyau. Si le résultat final n'est pas le vecteur nul, donc il n'appartient pas au noyau. Allez, c'est à vous de jouer. Voilà. Donc, f de lambda u plus v égale. Et là, je sais que f, c'est une application linéaire. Donc, comme c'est une application linéaire, eh bien, elle vérifie les propriétés de linéarité qu'on a déjà vues. Donc, ça fait lambda f de u plus f de v. Et ça, hop, je mets ici car f appartient à L de E vers f. Et puis après, f de u, comme u appartient à ker de f de u est égal vecteur nul de f, donc ça fait lambda fois le vecteur nul de f, plus le vecteur nul de f, comme v aussi appartient au noyau de f. Et donc ça va donner le vecteur nul de f. Et voilà, j'ai la réponse à ma question. J'ai calculé l'image de ce vecteur par l'application f, et j'ai trouvé que le résultat, c'est le vecteur nul. Donc, lambda u plus v appartient à ker de f. Et donc là, je peux le déclarer que ker de f est un sous-espace vectoriel de E. Et là, c'est un résultat du cours, c'est un résultat fondamental du cours, donc vous n'aurez pas besoin de le redémontrer à chaque fois. C'est bon, il est acquis, on ne va pas revenir là-dessus. Voilà pour ça. Et d'ailleurs, vous l'avez vérifié avec les exemples, on a trouvé à chaque fois un résultat qui est un sous-espace vectoriel de l'espace d'origine. Voilà. Alors maintenant, sur la deuxième propriété, ben, cette deuxième propriété, il va traiter le cas particulier où, si je peux m'exprimer comme ça, où le vecteur nul a l'exclusivité d'avoir une image qui est le vecteur nul. C'est-à-dire quand le noyau est réduit au vecteur nul, c'est ce qu'on avait vu dans l'exemple 1. Eh bien, on a cette deuxième proposition qui nous dit que ça n'arrive pas souvent, ça arrive uniquement et de manière équivalente lorsque f est injective. C'est-à-dire la deuxième proposition qui est aussi une proposition fondamentale nous dit que le noyau d'une application linéaire f est réduit au vecteur nul si seulement si f est injective. Donc on va essayer de démontrer cette proposition et du coup ça va nous permettre de revoir c'est quoi une application injective et puis de revoir certaines techniques. Alors, comme c'est une équivalence, on va la démontrer dans les deux sens. D'abord, on va supposer que f est injective et on va démontrer que le noyau est réduit au vecteur nul. Et puis après, on va faire la réciproque. Donc d'abord, dans ce sens-là, on suppose que f est injective. Alors, tout d'abord, je suis sûr que... alors, moi, mon objectif, c'est de démontrer qu'il y a égalité entre ces deux ensembles. Donc, ça veut dire il suffit de démontrer la double inclusion. Donc, première inclusion qui est évidente, c'est que f de 0e est égal à 0f, donc le singleton vecteur nul
est inclus dans ker de f. Donc là, c'est évident. Bon, il faut quand même le dire. Dire que quand même, dans un sens, c'est évident, ça marche. Le vecteur nul, il est de manière évidente élément de ker de f. Donc cet ensemble est inclus dans ker de f. Alors maintenant, il faut démontrer l'autre inclusion, c'est-à-dire il faut démontrer que ker de f est inclus dans le vecteur nul. Ça veut dire, il suffit de... Enfin, pour ça, il faut prendre un vecteur quelconque de ker de f et montrer que c'est le vecteur nul. Donc, soit U appartenant à ker de f, et bien tout simplement, donc U appartient à ker de f, ça implique que f de U est égal vecteur nul de f. Et là, je vous laisse réfléchir. Vous appuyez sur pause. Bon, écoutez d'abord l'instruction. On sait que f est injective. Et on sait que f de U est égal vecteur nul de f. Et là, à partir de ça, il faut faire un petit peu les liens entre les deux. Et vous pouvez comme ça démontrer facilement, avec des arguments simples, que U ne peut être que le vecteur nul de E. Allez, vous essayez. Alors, or, f du vecteur nul de E est égal au vecteur nul de f. Ça, on le sait. Et donc, soit, ou bien ainsi, eh bien, on voit que le vecteur nul de E et U, ils ont la même image. C'est-à-dire, f de U est égal à f du vecteur nul de E. Or, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que f est injective. Et donc, c'est quoi la définition d'une application injective? Une application injective veut dire que si deux éléments de l'ensemble de départ ont la même image, eh bien, ils sont nécessairement égaux. Voilà. Or, f est injective, donc U est égal au vecteur nul. Voilà. Et donc, ça veut dire soit U appartient au singleton, le vecteur E. Vecteur nul de E. Et donc, voilà ce qui montre que ker de f est réduit au vecteur nul de E. Voilà. Donc là, parce qu'on a supposé que f est injective, et bien sûr, comme f, donc on a utilisé, c'est vraiment assez dense, on a utilisé plusieurs propriétés, plusieurs caractéristiques. Pour dire ça, on a utilisé le fait que f est une application linéaire, donc on a nécessairement ça. Pour dire ça, on a utilisé le fait que U appartient à ker de f, donc on a nécessairement ça. Après, on a fait le rapprochement entre les deux, et pour pouvoir, à partir de là, arriver à là, et bien tout simplement, on a utilisé le fait que f est injective. Alors, rappelez-vous, dans l'exemple 2, j'avais une application G, et on a trouvé que son noyau n'était pas réduit au vecteur nul. C'était vect de -1, 1, -1. Donc, pour cette application, ça se voit, c'est évident, elle n'est pas injective. Pourquoi elle n'est pas injective? Ben, tout simplement parce que G du vecteur nul égale au vecteur nul, et G du vecteur -1, 1, -1 est égal aussi au vecteur nul. Donc, vous avez deux vecteurs qui sont complètement différents, qui sont le vecteur nul et le vecteur -1, 1, -1, et qui ont la même image pourtant. Donc, le vecteur nul, dans cette application G, qu'on a vu dans l'exemple 2, il admet une infinité d'antécédents. Alors que dans le premier cas, le vecteur nul n'admet qu'un et un seul antécédent, qui est le vecteur nul. Voilà. J'espère que c'est clair comme ça. Bon, allez, on a fait dans ce sens-là, le sens aller, on va faire la réciproque, le sens retour. Donc, je vais effacer.
Et cette fois-ci, on va supposer que le noyau est réduit au vecteur nul et on va démontrer que l'application est injective. Donc là, je mets la flèche dans ce sens-là. On suppose que ker de f est égal au vecteur nul de E. Et donc notre objectif, c'est de démontrer qu'une application est injective. Alors, un petit retour en arrière. Comment on démontre qu'une application est injective? Alors, on prend deux éléments quelconques de E et on suppose que ces deux éléments, ils ont la même image. Et ce qu'il faut démontrer, il faut démontrer que finalement, c'est les mêmes éléments. C'est-à-dire, ça se traduit comme ça. Quel que soit UV appartenant à, on va dire, à ker de F, non, pardon, à E, eh bien, il faut démontrer que F de U, c'est U est égal à F de V. Cela implique-t-il, c'est-à-dire c'est ce qu'il faut démontrer, que U est égal à V. Voilà. Donc, j'efface ça. C'est juste pour montrer ce qu'on veut, à quoi on veut arriver. Et puis après, je vous laisse agir, je vous laisse chercher. Vous voyez, c'est quoi l'objectif? Vous savez que le noyau est réduit au vecteur nul. Vous savez que f est une application linéaire. Donc, vous utilisez tous ces arguments. Il faut vraiment négliger aucun détail, négliger aucun argument. Les utiliser. Et votre objectif, on se retrouvera là-bas tout à l'heure, c'est de montrer que U est égal à V. Courage. Alors, f de U est égal à f de V. Donc ça implique que f de U moins f de V est égal vecteur nul de E ou de F? De F, bien sûr, puisque ça, c'est un vecteur de F, et ça, c'est un vecteur de F. Donc, c'est vecteur nul de F. Ça, j'ai rien fait, c'est une opération banale. Par contre, c'est là où ça va être intéressant, puisque je sais que f, c'est une application linéaire. Donc, je peux appliquer la propriété de la linéarité. Et f de u moins f de v, par quoi je peux le remplacer? Eh bien, je peux le remplacer par f de u moins v. Donc, f de u moins v égale toujours vecteur nul de f. Tiens, j'ai un vecteur qui est là, et qui a pour image par f le vecteur nul de f. Qu'est-ce que je peux dire de ce vecteur? Eh oui, il a pour image le vecteur nul de f, donc c'est un vecteur qui appartient au noyau de f. Donc ça implique que u moins v appartient à ker de f. Mais voyons voir, ker de f, il est réduit au vecteur nul. Le seul vecteur qui est dans ker de f, c'est le vecteur nul. Et on dit en plus que ce vecteur appartient à ker de f. Quelle est la seule explication? C'est que ce vecteur est égal au vecteur nul. Or, ker de f est égal vecteur nul de E, donc U moins V est égal vecteur nul de E, soit U égale V. Et donc, je suis parti, j'ai pris deux vecteurs quelconques de E. Si jamais je suppose qu'ils ont la même image, eh bien, nécessairement, ces deux vecteurs sont égaux. Et donc, c'est ça, la définition même d'une application injective. Donc, F est injective. Voilà. Et comme j'ai dit déjà, vous pouvez vérifier ça sur les deux exemples qu'on a vus. C'est flagrant. Et puis après, on aura l'occasion de voir d'autres exemples.
Mais à partir de maintenant, ça par contre c'est une technique de travail, si jamais, alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, quand vous avez une application quelconque et on ne dit rien sur cette application et on vous demande de montrer qu'elle est injective, bon, il faut faire ça. C'est-à-dire il faut faire f de x est égal à f de x' et démontrer que x est égal à x'. Mais dans le cas particulier où une application est une application linéaire et on vous demande de démontrer qu'elle est injective, vous n'avez pas besoin de faire ce travail-là. Tout simplement, vous allez chercher son noyau. Si son noyau est réduit au vecteur nul, ça y est, elle est injective. Sinon, si son noyau contient d'autres vecteurs que le vecteur nul, eh bien tout simplement, ça veut dire que le vecteur nul a plusieurs antécédents, donc elle n'est pas injective. Voilà.